Bonjour. Les cordes des harpes célestes vibrent sous des doigts immortels et des chants harmonieux résonnent à travers l'espace. C'est ainsi que rêvait le poète allemand Friedrich Gottlieb Klopstock en 1748. Eh bien, ce rêve pourrait être repris aujourd'hui pour décrire la théorie des cordes, à laquelle je vais consacrer 2 vidéos pour en décrire les grandes lignes. Jusque dans les années 1960, les physiciens avaient de bonnes raisons de considérer les particules élémentaires, les électrons et les quarks, comme ponctuelles, donc infiniment petites, et interagissant jusqu'à donc une distance nulle. Et cette hypothèse avait d'abord engendré d'immenses difficultés techniques, les calculs de certaines quantités physiques aboutissant à des valeurs infinies. Alors pour les résoudre, les théoriciens avaient développé des techniques mathématiques dites de renormalisation, qui éliminent effectivement les infinis indésirables et permettent de retrouver les bonnes valeurs de la masse et de la charge des particules élémentaires. Alors, la première des théories, fondée sur la renormalisation, qui est l'électrodynamique quantique, décrivant les interactions entre les électrons et les photons, est devenue la théorie physique, je crois, la plus précise qui ait jamais été élaborée. Donc, encouragés par ce succès, les physiciens des particules ont forgé des théories sur le même modèle pour décrire les autres interactions fondamentales, et ils ont obtenu le modèle standard de la physique des particules qui rencontre avec succès les interactions électromagnétiques, nucléaires fortes et nucléaires faibles, entre toutes donc les particules. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Alors comme je l'ai dit justement dans cette vidéo, consacrée donc au modèle standard des particules, eh bien la renormalisation ne fonctionne pas pour la gravité. Et pourquoi? Parce que la gravité est par définition sensible à la masse, donc aussi à l'énergie, d'après la fameuse formule d'équivalence d'Einstein, E égale mc2. Et le graviton, qui est censé donc être le boson qui transporte l'interaction gravitationnelle, le graviton doit interagir avec lui-même, ce qui crée donc de nouveaux gravitons qui à leur tour interagissent, et ainsi de suite. Et donc il apparaît des valeurs d'énergie infinie qui ne peuvent pas être éliminées par la renormalisation. Et donc cette démonstration de la non-renormalisabilité, c'est difficile à dire, de la gravitation, allait lancer les théoriciens dans une sorte de fuite en avant. Alors certains d'entre eux ont pensé que l'origine des infinis, qui apparaissent dans toute théorie quantique des champs, que ce soit renormalisable ou pas, était liée à l'hypothèse que les particules étaient ponctuelles. Et donc une nouvelle modélisation des particules en termes d'objets étendus, par exemple une ligne à une dimension spatiale, se dit peut-être que ça pourrait supprimer ces infinis. Et à la suite donc de Gabriele Veneziano et de Yoshiri Nambu, ils ont proposé au début des années 1970 que les constituants fondamentaux de la matière, à savoir les quarks, les leptons et les bosons, n'étaient pas des particules ponctuelles, donc de dimension 0, mais des sortes d'élastiques longilignes et vibrants de dimension 1, appelées donc des cordes. Alors une corde de taille extrêmement petite, par exemple de l'ordre de la longueur de Planck, je rappelle, 10 puissance moins 33 cm, donc une corde est caractérisée par sa taille, sa tension, son énergie, son degré d'enroulement, ses modes vibratoires. Et comme justement les modes vibratoires sont quantifiés, ils peuvent être associés à des particules de masse, de charge et de spin donnés. Ce qui fait qu'une corde correspond en fait à une infinité de particules. Comme une corde de violon, eh bien, l'infime élastique vibrant dans un certain mode décrit un électron, dans un autre mode il va décrire un quark, ou encore un photon, un neutrino, et ainsi de suite. Et quant aux interactions entre particules, elles sont décrites en termes de jonction et de scission de cordes. Alors comme elles sont unidimensionnelles, les cordes ne peuvent prendre que 2 formes, c'est-à-dire 2 topologies. Soit elles sont ouvertes, c'est-à-dire avec des extrémités libres, ou bien elles sont fermées, c'est-à-dire en anneau. Alors les avantages de cette nouvelle formulation sont évidents. D'une part, c'est la fin de ce qu'on peut appeler le zoo des particules, puisque en fait toutes les particules élémentaires, il y en a des centaines et des centaines, se réduisent finalement à seulement 2 familles, les cordes ouvertes et les cordes fermées.
Alors d'autre part, les cordes admettent une échelle spatiale minimale et permettent d'éviter justement l'apparition des quantités infinies qui sont inéluctables dans les théories quantiques des champs habituels. Donc il n'y a plus besoin de procéder à la renormalisation de la théorie, y compris pour le graviton. Donc, la formulation de la gravitation quantique semble donc moins ardue dans le cadre d'une théorie des cordes. Oui, c'est bien beau, mais il y a quand même un prix assez lourd à payer pour cette belle progression. Ben, il faut supposer en fait que l'espace-temps, qui est évidemment décrit ordinairement à l'aide de quatre dimensions étendues que nous lui connaissons, trois d'espace et une dimension de temps, eh bien, possède également un certain nombre de dimensions supplémentaires, alors toutes spatiales, hein, pas de dimensions temporelles supplémentaires, les dimensions spatiales, mais qui sont compactifiées, c'est-à-dire enroulées en quelque sorte sur elles-mêmes. Alors pour comprendre, c'est des choses un petit peu bizarres, eh bien, bon, on peut se souvenir en fait de la façon dont on résout une célèbre devinette. C'est celle-ci. Comment créer quatre triangles équilatéraux de même taille avec 6 allumettes seulement? Alors en général, ben, on pose les allumettes sur la table, on essaie de diverses combinaisons, et on s'aperçoit vite qu'on ne peut former en fait que deux triangles avec 5 allumettes, et puis il y en a une sixième qui ne sert à rien. En fait, pour résoudre le problème, ben, il faut penser à sortir du plan de la table et à utiliser la troisième dimension. On construit alors une pyramide à base triangulaire qui possède effectivement quatre faces équilatérales et 6 arêtes, 6 allumettes. Et donc, en fait, de nombreux problèmes mathématiques ou géométriques, comme cela, être résolus en élargissant finalement le cadre dimensionnel de l'espace. Alors pour l'unification des interactions fondamentales, c'est un peu la même chose, hein, et l'idée n'est pas nouvelle en fait, puisque dans les années 1920, eh bien, le mathématicien autrichien Theodor Kaluza et le physicien suédois Oskar Klein avaient déjà tenté, indépendamment l'un de l'autre d'ailleurs, d'unifier l'électromagnétisme de Maxwell avec la gravitation d'Einstein en introduisant justement une cinquième dimension d'espace. Et dans l'espace-temps, donc à 5 dimensions, eh bien, la cinquième dimension spatiale était enroulée sur elle-même, à la façon un petit peu d'un cercle, les quatre autres dimensions étant celles donc de l'espace-temps habituel, celle de la relativité générale d'Einstein. Et Kaluza et Klein avaient alors construit donc une théorie qui contenait la relativité générale dans l'espace-temps à 4 dimensions, mais aussi la théorie électromagnétique de Maxwell, ainsi qu'un champ supplémentaire qu'on appelle un champ de dilatation. Et leur théorie, elle avait quand même dû être abandonnée parce que ce champ de dilatation supplémentaire, en fait, n'avait jamais été mis en évidence. Alors il se trouve en fait que pour résoudre ou tenter de résoudre les divers problèmes de la théorie des cordes, qui sont quand même un peu plus que la simple devinette des allumettes, bien entendu, ben, il faut ajouter non pas une dimension, mais plusieurs dimensions spatiales. Alors où sont-elles? Quelle taille ont-elles? Alors, dans la vie de tous les jours, hein, on ne perçoit pas les dimensions supplémentaires hypothétique hein, de l'espace, ni le caractère éventuellement longiligne des objets fondamentaux que seraient les cordes. Alors l'explication la plus simple pour ça, c'est qu'en fait les dimensions supplémentaires seraient tellement en fait repliées, enroulées sur elles-mêmes qu'elles seraient totalement imperceptibles. Alors, une bonne analogie, hein, j'utilise souvent, c'est celle d'un tuyau d'arrosage. Alors le tuyau d'arrosage ben, possède une longueur, c'est-à-dire une dimension étendue, et puis deux dimensions supplémentaires. Alors l'une est enroulée sur elle-même pour former un cercle, alors, on le voit si vous sectionnez le tuyau, et puis l'autre, ben, c'est l'épaisseur du cercle. Et les différences de taille alors, sont néanmoins si grandes que de loin, en fait, vu de loin, ben, le tuyau d'arrosage, il est perçu comme un fil sans épaisseur, c'est-à-dire comme un espace à une dimension. Et les deux autres dimensions, qui sont évidemment essentielles, hein, puisqu'elles permettent par exemple à l'eau de couler dans le tuyau, les deux autres dimensions ne sont perçues qu'à très courte distance. Ben, il en irait de même en fait avec les dimensions cachées de l'univers. Elles sont peut-être là, mais tellement petites que nous ne les voyons pas. Alors on pourrait penser que la voie était dès lors toute tracée pour unifier les forces et quantifier la gravité à l'aide de cordes. Alors, il suffirait d'ajouter des dimensions spatiales jusqu'à obtenir ben, le résultat désiré. Alors les choses se sont révélées quand même infiniment plus compliquées.
La première théorie des cordes n'était en fait viable que dans un espace-temps de dimension 26. Ensuite, elle n'était capable que de modéliser seulement les bosons, qui sont, je rappelle, les particules médiatrices des interactions fondamentales, et en plus, elle admettait l'existence de tachyons. Vous savez, ce sont ces particules hypothétiques qui sont censées voyager à des vitesses supérieures à celles de la lumière, et qui violent donc les règles élémentaires de la relativité. Et donc, ce fut une première déception. Alors il fallait au moins évidemment incorporer les fermions, c'est-à-dire les particules de matière ordinaire qui sont soumises aux interactions. En 1984 eut lieu ce qu'il est convenu d'appeler la première révolution de la théorie des cordes. Alors il y avait le physicien américain John Schwartz et puis le britannique Michael Green ont construit en fait le premier modèle cohérent fondé sur les cordes et qui comprenait à la fois la description des bosons et des fermions. Alors pour cela, ils ont dû avoir recours à ce qu'on appelle la supersymétrie, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. C'est une prescription mathématique en fait qui fait correspondre à chaque boson, qui est en fait une particule de spin entier, eh bien un fermion, qui sont des particules de spin demi-entier. Alors leur théorie fonctionnait dans un espace-temps à 10 dimensions, donc 9 d'espace, 1 de temps. Elle intégrait le graviton et elle éliminait les tachyons. Donc c'était évidemment un progrès remarquable puisqu'on n'avait plus désormais que 6 dimensions spatiales supplémentaires au lieu de 25. Alors dès lors, l'intérêt pour le formalisme des cordes n'a cessé de grandir et a gagné aussi la communauté des mathématiciens. Ah oui, parce que en fait, l'appareil mathématique de la théorie des cordes, il est très complexe, hétérogène, parce qu'il fait appel en fait à différentes branches des mathématiques. Et donc les quelques années qui ont suivi ont vu une véritable explosion d'idées et de résultats mathématiques, dont beaucoup d'ailleurs ont été conduits par de remarquables théoriciens, comme notamment Edward Witten, qui est donc médaille Fields de mathématiques en 1990, et puis également David Gross, qui a été prix Nobel de physique en 2004 pour ses travaux sur l'interaction nucléaire forte. Bien, mais les physiciens n'étaient pas au bout de leur peine parce qu'ils se sont rapidement aperçus que l'intégration de la supersymétrie dans la théorie des cordes à 10 dimensions pouvait se faire pas seulement d'une seule façon, comme l'avaient imaginé Green et Schwartz, mais de 5 manières différentes. Alors, dans certaines d'entre elles, toutes les cordes sont obligatoirement fermées sur elles-mêmes, en formant des boucles. Dans une autre, les cordes sont toutes ouvertes, avec des extrémités libres, et ainsi de suite. Et donc, dès lors, en fait, la théorie des cordes supersymétriques s'est appelée la théorie des supercordes, dont d'ailleurs, je signale qu'une renversante et très profonde anagramme a été donc trouvée par le pianiste et poète Jacques Perry-Salco. Et c'est ça, donc, la théorie des supercordes, son anagramme, c'est de la poussière d'orchestre. Alors, contrairement au but qui était initialement visé, aucune de ces 5 variantes ne pouvait décrire totalement la réalité physique. Alors, d'énormes complications mathématiques sont par ailleurs apparues. Pour satisfaire les équations de la théorie, les dimensions spatiales supplémentaires ne peuvent se replier sur elles-mêmes que dans une classe particulière, en fait, de forme géométrique, qui sont des espaces qu'on appelle des espaces de Calabi-Yau, qui ont 6 dimensions, et c'est des sortes de monstruosités géométriques vraiment incompréhensibles aux profanes. Mais je signale, le poète français Jacques Réda les a joliment mis en boîte. Je cite: ah, qu'il fait froid dans les espaces de Calabi-Yau, bien plus que dans les mers où l'on pêche le cabillaud. C'est pourquoi les dimensions s'y sont pelotonnées, les 11 ensemble avec le temps, chacune en son boyau. Voilà, c'est ce que Jacques Réda a écrit dans son recueil de 2009, intitulé La physique amusante, qui m'a d'ailleurs au demeurant dédicacé. Voilà. Alors revenons à la physique un peu moins amusante. Alors déjà, le repliement en fait de 2 dimensions pose des problèmes de topologie. Et oui, parce que si on les replie séparément, on obtient un tore. Si on les replie en même temps, on obtient une sphère. Puis sans compter d'autres repliements possibles qui conduisent par exemple à une bouteille de Klein. C'est facile où l'enroulement de la feuille est combiné avec une torsion de 180 degrés. Et puis également d'autres surfaces bizarres.
Donc ces espaces repliés, en fait, se distinguent entre eux, notamment par leur nombre de trous et leur orientabilité. On est vraiment là dans la topologie. Alors, par exemple, la sphère n'a aucun trou et elle est orientée. Tandis que ça veut dire qu'orienté, ça veut dire qu'on peut définir en fait un intérieur et un extérieur. Bon, ça paraît évident. Bon, mais le tor également a un trou, il est orienté. Mais la bouteille de Klein a un trou, mais elle n'est pas orientée. Comme un petit peu le ruban de Möbius également, j'imagine que vous le connaissez. Donc ça veut dire que la structure de l'espace fondamental qui en résulte, eh elle dépend de la topologie des dimensions supplémentaires. Et quand le nombre de dimensions augmente, le nombre de repliements possibles augmente encore. Et c'est comme ça qu'en dimension 6, les espaces de Calabi-Yau forment en fait une famille absolument gigantesque. Et la physique des particules qui en résulte, elle change du tout au tout selon la topologie de l'espace de Calabi-Yau. Voilà. Alors, en fait, c'est le nombre de trous de l'espace, ainsi que la façon dont ils sont spatialement agencés, qui est censé déterminer les différentes familles de particules et leur masse. Voilà. Le problème, c'est que personne ne sait classifier tous les repliements possibles des espaces de Calabi-Yau. Alors, il y a une avancée majeure qui a été faite en 1995, en tout cas dans le cadre des cordes évidemment, avec Edward Witten, donc de l'Institut for Advanced Study de Princeton, qui a noté en fait certaines relations mathématiques qu'on appelle des dualités entre les 5 théories des supercordes. Et il a avancé l'idée en fait que chacune d'elles, eh bien, c'était le cas particulier d'une sorte de métathéorie, une super théorie, métathéorie, qu'il a justement baptisée théorie M. Alors M, il n'a jamais dit pourquoi, donc c'est pour méta, mais ça peut être pour mother, c'est-à-dire une théorie mère, ou matrix, une théorie matrice, mystère, magique, membrane, etc. etc. Voilà. Et donc cette théorie M fonctionnerait cette fois-ci dans un espace-temps à 11 dimensions. C'est-à-dire donc avec encore une dimension spatiale de plus que dans la théorie des supercordes précédentes. Voilà. Et donc, en tant que théorie mère de toutes les manifestations de la théorie des cordes, bien la théorie M restaurait un petit peu le rêve d'unification. Alors cette 11e dimension, elle engendre en fait de nouveaux objets fondamentaux que par analogie en fait avec les membranes qui enveloppent le tissu de l'espace-temps, eh bien on a appelé, enfin ça a été proposé par un physicien qui s'appelle Paul Townsend, on les appelait des p-branes. Et P c'est un entier qui indique le nombre de dimensions spatiales de la brane, de l'objet en question. Alors, les cordes donc ce sont en quelque sorte des une-branes, donc à une dimension. Notre espace tridimensionnel habituel, c'est une 3 branes, une 0 brane, par exemple, ce serait une particule ponctuelle. Voilà. Ah donc, ça a été tout ça, l'introduction de ces branes a été appelée la seconde révolution de la théorie des cordes, puisque c'est au cours de ça que la théorie a changé encore de nom, et maintenant elle s'appelle théorie des branes. Alors une brane, ça possède certaines caractéristiques physiques, énergie, masse, charge, etc. Et les branes se propagent dans l'espace-temps de façon dynamique. Alors ça signifie en fait qu'une brane, ce n'est pas un objet statique, mais peut changer de configuration, de forme, de position. Alors ça veut dire que notre brane univers, la 3 brane univers, se déplacerait dans l'espace fondamental à 10 dimensions. Parce que c'est que, bon, loin d'être bien établi, la théorie des branes contient de nombreux degrés de liberté qui laissent en fait toute latitude à l'imagination des chercheurs. Euh, donc rien n'interdit a priori l'existence de plusieurs p-branes, avec p allant de 0 à 9, ce qui se traduirait en fait expérimentalement par l'existence de plusieurs univers, en quelque sorte, analogues ou pas aux nôtres, mais qui n'interagisseraient que gravitationnellement avec nous. Ça veut dire que dans ce cadre-là, tout ce que nous appelons particules serait, alors à l'exception des gravitons, les particules seraient des modes d'excitation de cordes ouvertes à 10 dimensions, dont les extrémités seraient attachées à notre 3 branes, et elles s'y déplaceraient en nous apparaissant sous forme donc des particules usuelles. Et les gravitons correspondraient, eux, à des cordes fermées et ne seraient pas attachés à notre brane, ils se déplaceraient donc dans les 10 dimensions. Alors un autre degré de liberté de la théorie concerne la taille des dimensions supplémentaires.
Donc en construisant la théorie des cordes, eh bien, les physiciens avaient initialement imaginé que ces dimensions, tout enroulées, étaient de taille extrêmement petite. Et même en fait qu'elles avaient la plus petite longueur imaginable en physique, c'est-à-dire la longueur de Planck, dont je ne cesse de parler dans les vidéos, 10 puissance moins 33 cm. Alors, la raison, c'était que la théorie était censée décrire la gravitation en même temps que les autres interactions fondamentales. Et en fait, ce n'est qu'à l'échelle de Planck que l'intensité de la gravitation devient en fait comparable à celle des trois autres interactions. Mais en fait, en 1996, Edward Witten, toujours lui, a fait remarquer en fait que la taille des dimensions supplémentaires, finalement, c'était un paramètre libre et qu'il n'y avait aucune raison de la fixer à l'échelle de Planck. Alors, du coup, les théoriciens se sont penchés sur l'idée que les dimensions supplémentaires n'étaient peut-être pas aussi petites que cela. Voilà. Et dans certains modèles, leur rayon de courbure, en fait, peut être aussi grand, par exemple, qu'un millimètre. Donc, ça veut dire la loi de gravité de Newton, habituelle, la loi simple non relativiste, c'est-à-dire en 1 sur R2, sur R au carré, à cette échelle, elle serait du coup modifiée. Deviendrait, je ne sais pas, par exemple, une loi en 1 sur R4. Le problème, c'est que les expériences les plus récentes ont assuré en fait la validité de la loi habituelle de Newton en 1 sur R2 jusqu'au millionième de mètre, ce qui donc élimine au passage d'ailleurs une hypothèse qui avait été formulée dans les années 2000 par certains chercheurs et qui avait fait grand bruit, c'est la possibilité en fait de créer artificiellement des micro-trous noirs lors des expériences effectuées au CERN, lors de collisions à très haute énergie entre des particules élémentaires. Alors je me souviens, l'idée avait suscité à l'époque quelques inquiétudes auprès d'une partie du public. Vous remarquerez que par les temps qui courent, c'est pas difficile de susciter des inquiétudes auprès du public. Alors, pour en revenir au micro-trou noir, les énergies effectivement atteintes dans le grand collisionneur de hadrons du CERN, qui s'appelle le LHC, sont 1000 milliards de fois plus faibles en fait que celles qui sont requises en fait pour fabriquer des micro-trous noirs. Mais ça, c'est dans le cas de la physique normale, actuellement connue. La création de micro-trous noirs artificiels, donc, en fait, n'était possible sur le plan énergétique que dans les modèles de la théorie des cordes, où les dimensions supplémentaires avaient un rayon de courbure aussi grand que le millimètre. Et donc, comme je viens de le dire, ces modèles sont totalement exclus. En 1999, deux chercheurs, qui s'appellent Lisa Randall et Raman Sundrum, ont suggéré en fait la possibilité d'une dimension supplémentaire, mais cette fois-ci non enroulée, c'est-à-dire finalement de taille étendue, comme les trois dimensions spatiales habituelles. D'ailleurs, en novembre 2014, est sorti sur les écrans de cinéma un film de science-fiction qui s'appelle Interstellar, vous avez peut-être vu, qui est réalisé donc par Christopher Nolan. Et vers la fin, on voit l'héroïne, la scientifique qui s'appelle Murph, qui écrit au tableau une équation qui est censée résoudre l'incompatibilité entre la relativité générale et la mécanique quantique. Et alors, on aperçoit dans le fond une série de tableaux couverts de diagrammes et de symboles mathématiques qui sont censés aboutir à l'équation ultime, qui serait celle donc d'une théorie de tout, dont carrément le sort de l'humanité en dépend dans le scénario. Alors malgré la naïveté d'une telle représentation, on peut se demander si les équations qui sont fugitivement montrées dans la scène ont la moindre signification. De fait, en fait, les physiciens qui sont familiers de la théorie des cordes, qui voient le film, peuvent y reconnaître ce qu'on appelle l'action effective de la théorie M, comme on dit, au premier ordre de son développement perturbatif. Voilà. Alors en fait, c'est un clin d'œil adressé en fait par le conseiller scientifique du film, qui est Kip Thorne, un grand physicien théoricien, à l'adresse de la communauté, pour signifier que pour lui, la future théorie de tout, ça devrait ressembler à la théorie M. Alors plus spécifiquement, certains symboles de l'équation d'ailleurs indiquent que, comme dans le modèle de Randall-Sundrum dont je viens de parler, en fait, il s'agirait d'une théorie à 5 dimensions, c'est-à-dire une de temps et 4 d'espace. Alors l'analogue d'un cube, dans l'espace à 4 dimensions sans courbure, ça s'appelle un hypercube, parfois aussi on appelle ça un tesseract. Et donc en fait le tesseract est au cube ce que le cube est au carré. Alors donc de même que la surface d'un cube est constituée de 6 faces carrées,
eh bien, la surface, plus exactement l'hypersurface d'un tesseract, est constituée en fait de 8 cellules en forme de cube. Et dont le tesseract est représenté de manière frappante dans le film Interstellar, sous la forme d'un espace multidimensionnel dans lequel le temps en fait est transformé en une sorte de dimension spatiale. Et puis on trouve donc l'autre héros du film, qui s'appelle Cooper, il se retrouve piégé dans la 5e dimension à l'intérieur du tesseract et il ne peut communiquer avec sa fille Murph, la physicienne qui écrivait l'équation, il ne peut communiquer qu'au moyen de signaux gravitationnels, puisque en fait, dans la théorie, il n'y a que les signaux gravitationnels qui peuvent se propager dans les 5 dimensions, alors que les ondes électromagnétiques elles restent confinées en fait dans l'espace-temps usuel. Et donc, le héros du film, Cooper, peut alors fournir à Murph les données dont elle a besoin pour résoudre l'équation finale. Voilà. Alors, c'est bon, c'est des jongleries amusantes, hein, avec la taille possible des dimensions supplémentaires, mais en fait, en réalité, elles ont pour but de comprendre un problème beaucoup plus sérieux, qui est celui de la hiérarchie des interactions fondamentales. Alors, le problème, c'est le suivant. Pourquoi l'intensité de la gravitation est-elle si extraordinairement petite quand on la compare à l'intensité des autres interactions, par exemple l'interaction électromagnétique? Eh oui, par exemple, la répulsion électrique et l'attraction magnétique sont, tenez-vous bien, 10 puissance 36 fois plus grandes que l'attraction gravitationnelle. Alors c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un simple aimant de mercerie, ça suffit pour arracher à l'attraction de la Terre entière une simple aiguille posée sur une table. Alors ce problème donc de la hiérarchie des forces, ça tracasse les physiciens, au moins autant d'ailleurs que l'unification des forces, parce qu'elle n'est absolument pas expliquée par le modèle standard des particules. Or, la théorie des brane, ça offre une explication quand même qui est séduisante. Elle a été proposée en 1998 par Nima Arkani Hamed, Savas Dimopoulos et Gia Dvali. Alors c'est la suivante, l'explication. Alors que les interactions électromagnétiques et nucléaires restent confinées, comme je l'ai dit, sur notre brane d'univers, la gravité, elle, serait diluée dans les 10 dimensions spatiales. À condition que certaines d'entre elles, en fait, soient quand même beaucoup plus grandes que la longueur de Planck. Alors ça veut dire que, du coup, que son intensité ressentie à 4 dimensions serait beaucoup plus faible qu'elle serait en fait réellement dans l'espace complet, dans l'espace fondamental. Voilà. Autrement dit, ça veut dire que la faiblesse de la gravité que nous percevons ne serait qu'une illusion due au fait qu'en fait on n'en percevrait qu'une projection, en quelque sorte, dans notre brane. Alors comme je l'ai dit plus haut, le phénomène aurait des conséquences radicales concernant les micro-trous noirs, lesquels pourraient dès lors être créés dans les plus puissants accélérateurs de particules, alors que la possibilité est totalement exclue dans le cadre de la relativité générale classique. Bon, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo et la suite de l'histoire dans la prochaine.